parmi les créateurs de contenu sur les jeux de société, on est nombreux à vous proposer des tops de jeux de société. Top 10 des jeux de l'année, top 5 des jeux auxquels jouer en soirée, top 3 des jeux auxquels jouer dans la queue du supermarché, j'en sais rien. Bref, il y a tellement de tops qu'on sait plus quoi en faire. Mais le truc, c'est que c'est quand même hyper subjectif tout ça. Parce que quand quelqu'un vous dit qu'un jeu fait partie de son top, bah ça veut pas du tout dire que vous allez l'apprécier. Et même pire, peut-être que son avis est complètement minoritaire. Si ça se trouve, lui, il adore ce jeu, mais en fait, la majorité des gens qui ont joué ne l'aiment pas du tout. Mais alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est d'une manière objective, presque scientifique, quels sont les 10 meilleurs jeux de société de tous les temps. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. On va évidemment demander à la Bible de l'Internet, j'ai nommé ChatGPT. Alors dans un premier temps, je vais lui demander quels sont les critères pour déterminer quels seraient les 10 meilleurs jeux de tous les temps. Et puis ensuite, je vais lui demander de me proposer une liste de 10 jeux qui seraient les meilleurs de tous les temps. C'est parti! Nous voici donc sur l'interface de ChatGPT. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, même si ça commence à être quand même pas mal connu, c'est donc une intelligence artificielle, on peut lui poser des questions. Et ce qu'elle va faire, cette intelligence artificielle, c'est qu'en quelque sorte, elle va un peu aspirer tout ce qui se trouve sur Internet pour nous donner la meilleure réponse possible à partir de toutes les connaissances qu'elle a pu emmagasiner. Donc comme je disais dans un premier temps, je vais lui demander quels sont les critères. Quels sont les critères pour déterminer quels sont les meilleurs jeux de société de tous les temps. Hop. Alors, on va voir ce qu'il nous raconte. Donc, popularité et diffusion. Ensuite, influence historique. Tiens, ça c'est marrant, je l'aurais pas forcément pris en compte comme ça. Je pense qu'il y a des jeux qui ont eu un gros impact. De là à dire que ce sont les meilleurs jeux, bah, j'ai un doute. Par exemple, le Monopoly, bah, c'est évidemment un jeu qui a un gros impact. Est-ce qu'on peut le rentrer dans un top 10 des meilleurs jeux de tous les temps? Bah, probablement pas, à mon avis, avec les autres critères. Mais bon. Qualité ludique, ok. La rejouabilité, l'accessibilité et l'équilibre entre stratégie et hasard. Alors là, je suis pas forcément d'accord avec ce critère parce que je pense qu'un jeu peut être très stratégique avec zéro hasard et être excellent. Je pense aussi qu'un jeu peut être complètement hasardeux, type des jeux d'ambiance, etc. et peut être aussi excellent. Donc ça me va pas trop. Là, j'aurais préféré qu'il me parle de mécanique de jeu, à quel point la mécanique de jeu est bonne, peu importe que ce soit de la stratégie, du hasard ou autre. Ensuite, la reconnaissance critique et prix, donc ça va un peu avec popularité et diffusion. La richesse culturelle et artistique, et enfin la communauté et l'héritage. Je pense que ça rejoint en fait tout ce qui est popularité et diffusion. Veux-tu que je te propose un classement type top 10 des meilleurs jeux de tous les temps? Mais aurais-tu lu dans mes pensées, ChatGPT? Vous voyez, cette intelligence artificielle est beaucoup trop forte. Évidemment! Ok, donc il rentre les échecs et le Go, et il rentre le Monopoly, le Scrabble, donc énormément de jeux classiques. Colon de Catane, Carcassonne, Pandemic, Dominion, Gloomhaven et Dixit. Mention spéciale, donc des jeux qu'il n'a pas mis, Risk, Uno, Magic, Azul. Ok. Dans ce classement, quelle est ta pondération? Quels critères as-tu pris en compte de manière prioritaire? Donc il a quand même pris l'influence historique, ok, et la popularité. Donc, en fait, c'est pas un classement sur à quel point le jeu est bon, mais c'est à quel point le jeu a marché. Est-ce que parce qu'un jeu a marché, il est forcément excellent? Bah, pas forcément, parce que typiquement, moins il y a de concurrence, plus un jeu marche. Donc évidemment que le Monopoly, il y a plusieurs dizaines d'années, a cartonné. Maintenant, moi je suis persuadé que si le Monopoly n'avait jamais existé et qu'aujourd'hui, en 2025, on sort un Monopoly, et ben ce jeu ne marche pas terrible à mon avis, parce qu'il présente quand même plein de défauts, plein de choses que les gens n'aiment pas et que les jeux de société ont tenté de corriger au fur et à mesure. Les parties sont très longues, il y a énormément d'aléatoires, il n'y a pas forcément une variété de stratégies. On sait aussi que le fait que les gens soient éliminés au fur et à mesure, c'est quelque chose qui peut déranger certains joueurs. Donc il y a quand même un cocktail de trucs qui aujourd'hui sont pas trop dans la vibe, si je puis dire. Donc
Bah, le Monopoly, oui, influence, oui, popularité, mais est-ce que intrinsèquement le jeu est excellent au regard de tout ce qui est sorti depuis et au regard des tendances actuelles? Bah, je suis pas sûr. Donc ça me dérange un peu qu'il ait autant pris ça. On voit que là, la qualité ludique, l'expérience de jeu, c'est 20%. Donc maintenant, ce qui peut être intéressant de savoir, c'est, selon purement ce critère de qualité ludique et d'expérience, bah, quel serait son top 10? Est-ce que tu peux me proposer un top 10 des jeux les meilleurs de tous les temps, mais uniquement fondé sur ton critère numéro 3, qualité ludique et expérience de jeu? Et là, je pense que la liste va être radicalement différente. Je suis assez convaincu que tout ce qui est Monopoly, Scrabble, ça va sauter. Donc, il garde Gloomhaven et Pandemic Legacy, qui étaient déjà un peu dans son top précédent. Et voilà, effectivement, là, on voit des jeux qui n'étaient pas là avant. Il y a quasiment que des jeux de stratégie experts, initiés à la rigueur. Je dirais que le seul jeu vraiment familial auquel on peut faire jouer n'importe qui en un claquement de doigts, pour moi, c'est Codename là-dedans. Ce serait intéressant de savoir pourquoi et pourquoi il n'y a pas du tout de jeu d'ambiance, quoi. Pourquoi c'est essentiellement des jeux de stratégie considérés comme experts, je suppose. Pourquoi il n'y a pas de jeu d'ambiance? Alors, ils sont souvent mis en avant par la communauté passionnée car ils maximisent la profondeur, l'équilibre, la rejouabilité. Mais la qualité ludique ne se limite pas à la complexité. Et c'était mon point. Un jeu d'ambiance peut être une excellence absolue en termes d'expérience de groupe, de fun immédiat. Ouais. Donc si on prend ton angle meilleur jeu de tous les temps fondé uniquement sur l'expérience de jeu, quelle que soit la complexité, alors oui, des jeux d'ambiance doivent figurer dans ce classement. Alors voyons voir maintenant ce qui nous a refait. On va un peu commenter et critiquer ce top. Pandemic Legacy, je vais avoir du mal à juger parce que j'ai pas fait le Legacy, mais j'ai fait le Pandemic. Je suis pas un méga fan de Pandemic, mais je comprends que ça puisse se retrouver dans un top 10, parce que Pandemic, c'est un peu un des pionniers du jeu coopératif. Il y a 20 ans quand ça sort, il faut se dire qu'il n'y a pas tellement de jeux coopératifs, donc ça a un peu révolutionné son genre, et pour que, même 20 ans après, énormément de gens continuent à être fans de Pandemic, c'est que ce jeu a quelque chose. Gloomhaven, je peux pas en parler parce que je ne connais pas ce jeu. Je vois la boîte, ça a l'air d'être un jeu très complexe, la boîte est très grosse. Le jeu est probablement très intéressant d'un point de vue direction artistique, il a vraiment très cool, mais je peux pas en juger plus. Codename, honnêtement, pourquoi pas? Parce que j'ai quand même rarement vu un jeu aussi fédérateur. Je suis quand même pas très souvent tombé sur des gens qui n'aimaient pas Codename. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est un peu une des références de jeux par équipe, des jeux d'association d'idées, etc. Donc c'est vrai que si on doit rentrer des jeux de ce type, association d'idées par équipe, dans un top 10, bah clairement c'est Codename. Dixit, c'est pareil, je ne suis pas un méga fan, un peu comme Pandemic Legacy, mais là aussi, il faut bien reconnaître que le jeu est quand même très très populaire. Après, moi ce qui m'embête un peu avec Dixit, c'est que d'un point de vue jeu d'association d'idées, avec des images, etc., je trouve qu'aujourd'hui il y a mieux. Par exemple, Mysterium qui est sorti plus tard, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant? Est-ce qu'un jeu comme Shadow Amsterdam n'est pas plus intéressant? Voilà, je pose ça là. Azul, là aussi, c'est un jeu où moi personnellement je ne suis pas un méga fan, mais je constate autour de moi que ça prend. C'est vrai que c'est quand même un bon équilibre entre l'accessibilité et la stratégie. C'est quand même rejouable. Je sais que les gens ont tendance à bien aimer aussi la direction artistique de ce jeu. Moi, j'avoue que les carrelages, ça me vend pas plus de rêves que ça. On récupère les bons carrelages pour les mettre correctement dans son palais. Pourquoi pas. Just One. Just One qui est un jeu d'ambiance coopératif où on doit deviner des mots, se mettre d'accord sans pouvoir communiquer sur quel indice on va donner à la personne qui doit deviner un mot. Il est bien, mais est-ce qu'il est incroyable? Je sais pas. Est-ce qu'il a révolutionné quelque chose? Je sais pas. Est-ce qu'il est unique en son genre? Je sais pas. Est-ce que même autour de moi, j'ai l'impression que les gens adorent ce jeu? Je sais pas. Donc, je suis quand même plus dubitatif sur Just One. Dans le genre jeu coopératif, j'ai quand même un peu d'ambiance familiale, etc. J'ai quand même d'autres jeux que je préfère personnellement. Et j'ai l'impression que d'autres gens aussi vont avoir d'autres jeux qu'ils préfèrent.
donc pas certain. Seven Wonders Duel. Alors ça, pour moi, ça a effectivement tout à fait sa place ici. C'est souvent considéré comme le meilleur jeu à 2 joueurs ou un des meilleurs jeux à 2 joueurs, le petit frère du Seven Wonders. Et d'ailleurs, on aurait peut-être pu s'imaginer que dans les 10 meilleurs jeux de tous les temps, ChatGPT nous propose Seven Wonders parce que c'est quand même un jeu qui a cartonné. Pour la petite histoire, le Seven Wonders normal, c'est le jeu tout simplement le plus récompensé au monde, ce qui montre que un peu partout sur la planète, eh bien, il a quand même bien fonctionné et que beaucoup de gens l'ont encensé. Mais Seven Wonders Duel a aussi très bien marché. Donc honnêtement, pourquoi pas. C'est vrai que moi, à titre personnel, c'est aussi un de mes jeux de joueurs préférés. Time's Up. C'est vrai que c'est quand même très fédérateur. Il y a quand même beaucoup de gens qui adorent le Time's Up. Est-ce que ça a très bien vieilli? Je ne sais pas, vous, dans votre pratique des jeux de société, comment vous voyez le truc, mais moi, j'ai l'impression qu'on joue plus beaucoup à Time's Up. Quand je suis en soirée avec des amis, etc., c'est assez rare qu'on fasse un Time's Up. Ça arrive de temps en temps. En général, on s'amuse à en faire un en écrivant nous-mêmes nos mots sur un bout de papier. C'est quand même beaucoup plus drôle. C'est quand même plus sympa de se faire deviner des mots assez improbables, des références qu'on peut avoir entre nous, plutôt que se faire deviner des noms d'auteurs ou des noms de films, etc. Donc voilà, mais c'est vrai que ça a quand même très bien marché en son temps, mais j'ai l'impression que ça a moins la cote quand même Time's Up aujourd'hui. Donc voilà, je sais pas si ça peut forcément avoir sa place dans les meilleurs jeux de tous les temps. Mais d'un autre côté, ça a quand même marqué son époque. Mais encore une fois, ici, il s'agissait de prendre vraiment la qualité ludique, pour reprendre les mots de ChatGPT. Alors, Terraforming Mars. Beaucoup de joueurs qui regarderont cette vidéo vont me pourrir car je vais devoir confesser que je n'ai jamais joué à Terraforming Mars. Et manifestement, c'est un jeu excellent, je n'en doute pas une seule seconde, parce que tous les gens qui ont joué à Terraforming Mars et que je peux connaître, généralement, me disent qu'ils adorent ce jeu, quoi. Donc, ça ne me surprend pas qu'il soit là. Et enfin, Avalon. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu à rôle caché. Il y a une équipe qui part en mission, et puis il y a des gens qui doivent faire échouer la mission et d'autres la remplir. Il y a 2 camps comme ça qui s'affrontent. Première observation, dans cette même cour de Resistance, Avalon, il y a un autre jeu qui est sorti un peu plus récemment et qui pour moi reprend ses mécaniques, mais d'un point de vue plus intéressant et plus abouti. C'est, et là je prie pour que la vidéo ne se fasse pas censurer bien sûr, Secret Hitler. Bon, je sais pas s'il y en a qui regardent cette vidéo qui ont joué à Secret Hitler, mais la plupart des gens que je connais qui ont testé les deux, Resistance et Secret Hitler, voire les 3, Resistance, Avalon et Secret Hitler, en général, vont effectivement préférer Secret Hitler. Donc, j'aurais probablement préféré, quitte à avoir un jeu de ce style-là à rôle caché, avoir ici Secret Hitler. Après, est-ce que ChatGPT ne m'a pas proposé Secret Hitler parce qu'il est moins connu, moins populaire, peut-être moins, entre guillemets, avouable, parce que le thème, on va pas se mentir, est un peu bancal. Les libéraux qui affrontent les fascistes doivent faire voter des lois fascistes, les libéraux qui doivent faire voter des lois libérales. Parmi tout ça, il y a Hitler. Si jamais Hitler est élu chancelier, les fascistes gagnent la partie. Bon, le pitch est quand même un peu douteux. Bon, peut-être que du coup, il y a aussi moins de sources sur Internet qui documentent ce jeu, donc peut-être aussi que ChatGPT a un peu passé ce jeu aux oubliettes. Et ma deuxième observation, c'est que tant qu'à mettre un jeu à rôle caché dans ce top 10, s'il y a bien un jeu de ce genre-là qui a marqué son époque, qui continue à être très joué aujourd'hui, qui a tellement défrayé la chronique qu'on en a fait un jeu en ligne, un film, une série télévisée, c'est évidemment le jeu des loups-garous. Alors, il y a plusieurs loups-garous. Nous, dans le monde francophone, on connaît beaucoup les loups-garous de tierce-lieu. J'aurais peut-être préféré avoir ce jeu dans ce top 10 que The Resistance. C'est aussi un point de vue, même si, d'un autre côté, le jeu est assez clivant. Il y a quand même pas mal de gens qui n'aiment pas non plus les loups-garous. Mais en tout cas, quand on s'intéresse un peu aux jeux de société, et même quand on ne s'y intéresse pas, franchement, on ne peut pas être passé à côté des loups-garous, quoi. Voilà donc pour ce top 10 selon ChatGPT. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous auriez mis là-dedans. Évidemment, ça se débat. Je trouve qu'il y a des choses que je m'attendais à voir, d'autres peut-être un peu moins. Au global, c'est pas trop incohérent avec tout ce que j'ai pu entendre et tout ce que j'ai pu lire sur Internet, par exemple. Ça me paraît pas déconnant. Et en tout cas, vu qu'a priori, c'est les 10 meilleurs jeux de tous les temps, s'il y en a là-dedans que vous n'avez pas essayé, apparemment, il faut aller les essayer.
Allez, go!